Il y a 14 ans, le jour de mes 18 ans, je me suis réveillé en m'attendant à un gâteau et à une fête. Au lieu de cela, mes parents, Harold et Suzanne, m'ont tendu un sac de sport et ont prononcé les mots qui ont brisé mon monde: « Tu es un adulte maintenant, Delmar. Débrouille-toi. » Ils m'ont poussé vers la porte d'entrée. Mon jeune frère, Trevor, regardait depuis la fenêtre de l'étage, son visage pressé contre la vitre. Je suis resté sur ce porche, complètement sous le choc. Je tenais tout ce que je possédais dans ce seul sac, tandis que les personnes censées m'aimer inconditionnellement me claquaient la porte au nez et changeaient ma vie pour toujours. Cette matinée avait commencé comme n'importe quel autre anniversaire dans la maison des Williams, ce qui signifiait qu'elle était déjà décevante avant même d'avoir commencé. Harold, mon père, travaillait comme superviseur à l'usine de fabrication métallique, de l'autre côté de la ville. Il dirigeait notre maison avec la même poigne de fer qu'il utilisait pour gérer son atelier. Suzanne, ma mère, vendait des biens immobiliers et avait perfectionné l'art du professionnalisme froid, ce qui lui réussissait bien en affaires, mais la rendait émotionnellement indisponible en tant que parent. Ils avaient toujours été clairs sur le fait que Trevor, de 2 ans mon cadet, était leur enfant chéri, tandis que j'étais simplement une obligation qu'ils toléraient. Je suis descendu ce mardi matin en m'attendant à au moins une reconnaissance de mon anniversaire, peut-être même le gâteau au chocolat que Suzanne faisait habituellement pour les jours spéciaux de Trevor. Au lieu de cela, j'ai trouvé mes parents assis à la table de la cuisine avec des expressions sérieuses et un sac de sport rempli posé près de la porte arrière. La vue de ce sac m'a noué l'estomac, mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait suivre. « Assieds-toi, Delmar » a dit Harold sans lever les yeux de son café. Sa voix portait ce ton familier d'irritation à peine contenu, auquel je m'étais habitué au fil des ans. Suzanne, elle, gardait les yeux fixés sur des annonces immobilières étalées sur la table, comme s'il ne s'agissait que d'une autre transaction commerciale. « Joyeux anniversaire à moi, je suppose, » ai-je dit, essayant d'injecter un peu d'humour dans l'atmosphère tendue. Aucun des deux n'a souri. « Tu as 18 ans maintenant, » a finalement dit Suzanne, levant ses yeux bleus froids qui ne m'avaient jamais montré de chaleur. « Cela fait de toi un adulte légal. Nous avons fait notre travail en t'élevant, et maintenant il est temps pour toi de prendre la responsabilité de ta propre vie. » Je les ai fixés, attendant la chute ou la révélation que c'était une sorte de surprise d'anniversaire tordue. Cela n'est jamais arrivé. Harold s'est levé et a fait un geste vers le sac de sport. Nous avons emballé quelques vêtements et articles essentiels. Tu as jusqu'à midi pour vider ta chambre de tout ce que tu veux garder d'autre, mais souviens-toi, tu devras le porter toi-même. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Vous me mettez à la porte aujourd'hui, le jour de mon anniversaire ? Nous t'aidons à devenir indépendant, a corrigé Suzanne avec le même ton qu'elle utilisait pour expliquer les valeurs immobilières à des clients difficiles. Tu as obtenu ton diplôme de fin d'études secondaires le mois dernier, et tu es légalement un adulte. Il est temps que tu apprennes à te débrouiller seul. J'ai regardé autour de la cuisine où j'avais pris mon petit déjeuner pendant 18 ans. J'ai regardé les photos de famille sur le réfrigérateur, celles qui m'incluaient mais ne semblaient jamais me mettre en évidence. J'ai regardé le calendrier sur le mur où Suzanne avait marqué les matchs de baseball et les événements scolaires de Trevor, mais ne s'était jamais donné la peine de noter quoi que ce soit d'important pour moi. Et l'université, ai-je demandé, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester calme. Nous avions parlé du collège communautaire, et j'allais travailler à temps partiel pour aider à payer. Harold a ri, mais il n'y avait aucune once d'humour dans ce rire. Mon garçon, nous t'avons soutenu pendant 18 ans. Nous avons l'avenir de Trevor à considérer maintenant, et franchement, nous en avons fait assez. Tu es assez intelligent et assez capable pour te débrouiller tout seul. Comme s'il était appelé par la mention de son nom, Trevor est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine. À 16 ans, il m'avait déjà dépassé en taille. Il partageait les épaules larges d'Harold et les traits vifs de Suzanne. Il a regardé nos parents et moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Que se passe-t-il » a demandé Trevor, bien que quelque chose dans sa voix suggérait qu'il le savait déjà. « Ton frère déménage aujourd'hui » a expliqué Suzanne d'un ton neutre. « Il commence sa vie d'adulte. » Les yeux de Trevor se sont légèrement écarquillés, mais il n'a pas protesté, ni demandé à ce qu'il reconsidère. Il a juste hoché la tête, a attrapé une banane sur le comptoir, puis est retourné à l'étage. Ce rejet désinvolte m'a fait presque autant de mal que la froideur de mes parents. J'ai passé les 3 heures suivantes à rassembler mes affaires machinalement, essayant de donner un sens à ce qui se passait. Ma chambre,
qui ne s'était jamais sentie particulièrement personnelle ou accueillante, avait l'air encore plus stérile à mesure que je la vidais. J'ai rempli un autre sac avec des livres, quelques photos et des objets sentimentaux. Cependant, j'ai dû laisser derrière moi mon bureau, mon lit et la plupart des possessions de mon enfance. Lorsque midi est arrivé, Harold et Suzanne se tenaient près de la porte d'entrée comme des gardes de sécurité, attendant de m'escorter hors d'un bâtiment. J'ai jeté les 2 sacs sur mes épaules et j'ai marché vers eux, espérant toujours qu'ils changeraient d'avis, ou révéleraient que tout cela était un test élaboré de mon caractère. « Où suis-je censé aller » ai-je demandé une dernière fois. « C'est à toi de le découvrir » a répondu Harold. « Tu es un adulte maintenant, Delmar. Les adultes résolvent leurs propres problèmes. » J'ai posé le pied sur le porche d'entrée et j'ai entendu la porte se refermer derrière moi avec une finalité qui a résonné dans ma poitrine. Alors que je descendais l'allée, j'ai jeté un coup d'œil à la maison et j'ai vu Trevor qui regardait depuis la fenêtre de sa chambre. Nos yeux se sont rencontrés un instant. J'ai cru apercevoir quelque chose qui aurait pu être de la tristesse ou de la culpabilité, mais il s'est rapidement éloigné de la vitre. Debout sur le trottoir avec tout ce que je possédais dans 2 sacs, je me suis senti plus petit et plus seul que jamais dans ma vie. Le quartier autour de moi était exactement le même que ce matin-là, mais tout me semblait différent. Je n'étais plus un résident de Maple Street. J'étais juste un adolescent sans abri, sans aucun endroit où aller. Le premier rebondissement de ce cauchemar est arrivé 2 jours plus tard. J'étais assis à la bibliothèque publique, utilisant leurs ordinateurs pour chercher des emplois et des appartements que je ne pouvais pas me permettre. Madame Patterson, notre voisine âgée qui vivait à côté depuis aussi longtemps que je me souvenais, s'est approchée de moi avec une expression inquiète. « Delmar, chérie, j'ai été tellement désolée d'apprendre tes problèmes, a-t-elle dit, s'installant sur la chaise à côté de moi. J'ai vu ce qui s'est passé mardi, et je me suis fait beaucoup de soucis pour toi. J'ai apprécié sa sollicitude, mais j'étais trop gêné pour discuter des détails de ma situation. Je vais bien, Madame Patterson. J'essaie juste de trouver mes prochaines étapes. Elle a étudié mon visage avec les yeux avisés de quelqu'un qui avait vécu 8 décennies de comportement humain. Chérie, j'ai besoin de te dire quelque chose qui pourrait être difficile à entendre. J'ai vu tes parents charger des camions de dons il y a 3 semaines. De gros camions de Goodwill et de l'armée du salut. Ils sortaient des meubles de ta chambre, des boîtes de tes vieux vêtements, des albums photos, même ce trophée de baseball que tu avais gagné dans la petite ligue. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Il y a 3 semaines, peut-être même plus. Je les ai vus le faire plusieurs jours, toujours quand tu étais à l'école ou au travail. Ils avaient planifié toute cette opération, mon chéri. Ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête le jour de ton anniversaire. J'ai fixé l'écran de l'ordinateur sans le voir, essayant de digérer cette révélation. Mes parents ne m'avaient pas mis à la porte dans un moment de frustration ou de dureté affectueuse. Ils m'avaient systématiquement effacé de leur maison pendant des semaines, se débarrassant de mon enfance et de mon histoire comme d'un encombrement indésirable. « Je suis désolé, chérie », a dit doucement Madame Patterson. J'ai pensé à dire quelque chose à l'époque, mais je ne voulais pas m'immiscer dans les affaires familiales. Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir fait. Cette nuit-là, j'ai dormi dans le parc Riverside sur un banc, près du terrain de jeu où j'avais passé d'innombrables heures enfant. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors que j'étais allongé là, sous une mince couverture que j'avais achetée dans une friperie, regardant les étoiles à peine visibles à travers la pollution lumineuse, j'ai réalisé que mes parents ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils avaient planifié mon élimination de leur vie avec la même attention méticuleuse aux détails que Suzanne apportait à ses contrats immobiliers. La nature calculée de leur trahison m'a fait plus mal que l'abandon lui-même. Ce n'était pas un moment de colère ou de déception face à mes choix. C'était une élimination délibérée et méthodique d'un enfant non désiré qui avait finalement atteint l'âge où il pouvait légalement se débarrasser de moi. J'étais complètement et totalement seul. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris que je l'avais toujours été. Le premier mois après que mes parents m'eurent jeté dehors m'a appris des leçons de survie qu'aucun cours du secondaire n'aurait pu me préparer à affronter. Je passais mes journées à marcher d'entreprise en entreprise, remplissant des demandes d'emploi, et essayant de projeter de la confiance malgré le fait de dormir dans des parcs et de me laver dans les salles de bain des stations-service. Mes économies issues de mon travail à temps partiel à l'épicerie s'élevaient à 347 $, ce qui semblait être une fortune jusqu'à ce que je commence à évaluer le prix des appartements. J'ai réalisé que cela ne couvrirait même pas une caution n'importe où. J'ai finalement trouvé du travail à Bradley's Warehouse,
un centre de distribution massif en périphérie de la ville qui embauchait quiconque était prêt à faire du travail manuel pour le salaire minimum. Le travail impliquait de charger et décharger des camions de livraison, d'organiser l'inventaire et de faire toutes les tâches que les superviseurs assignaient pendant des quarts de travail de 10 heures. Mon corps me faisait constamment mal pendant ces premières semaines, tandis que je m'adaptais aux exigences physiques. J'étais cependant reconnaissant d'avoir un revenu stable et un endroit où aller chaque jour. Avec ma première paie, j'ai réussi à louer une chambre au Crossroad Extended Stay, un motel délabré qui facturait à la semaine et ne posait pas trop de questions sur les antécédents d'emploi ou les références. La chambre sentait les cigarettes rassis et les produits chimiques de nettoyage. Les murs fins signifiaient que j'entendais chaque conversation, dispute et programme télévisé des unités voisines. Mais elle avait un lit, un petit réfrigérateur et une salle de bain qui m'étaient propres, ce qui était un luxe après avoir dormi dehors. Je commençais à trouver mon rythme et même à économiser une petite somme chaque semaine lorsque la véritable cruauté de ma situation s'est révélée. Après 6 semaines de travail stable, j'ai décidé de postuler pour un meilleur poste chez Henderson & Auto Parts, une entreprise familiale qui payait $2 de plus par heure et offrait la possibilité d'apprendre un métier spécialisé. L'entretien s'est bien passé. Le propriétaire, Frank Morrison, semblait impressionné par mon éthique de travail et ma volonté d'apprendre. 3 jours plus tard, Frank m'a appelé à l'entrepôt pendant ma pause déjeuner. Son ton était désolé, mais ferme. « Delmar, je suis désolé, mais je ne peux pas vous offrir le poste dont nous avons discuté. J'ai fait quelques vérifications en ville, comme je le fais avec tous les candidats potentiels, et j'ai entendu des choses inquiétantes sur vos antécédents. » Mon cœur s'est serré. « Quel genre de choses, monsieur Morrison ? » « Eh bien, votre père, Harold, a mentionné que vous avez eu des problèmes de drogue et qu'il y a eu quelques incidents de vol au sein de votre famille. Il semblait sincèrement préoccupé par votre bien-être, mais a estimé qu'il était de sa responsabilité d'avertir les employeurs des problèmes potentiels. » Le téléphone me semblait lourd dans la main. « Monsieur Morrison, je n'ai jamais consommé de drogue de ma vie, et je n'ai jamais rien volé à personne. Quoi que mon père vous ait dit, ce n'est pas vrai. Écoutez, mon garçon, je suis sûr que vous essayez de reprendre votre vie en main, et je respecte cela. Mais je ne peux pas prendre le risque d'embaucher quelqu'un avec ce genre d'histoire. J'espère que vous comprenez. » J'ai parfaitement compris. Harold et Suzanne ne se contentaient pas de me chasser de leur maison. Ils détruisaient systématiquement toute chance que j'avais de me construire une vie dans notre ville. La révélation qu'ils sabotaient activement mes opportunités d'emploi m'a fait l'effet d'une nouvelle trahison. Au cours des semaines suivantes, j'ai découvert l'étendue complète de leur campagne de dénigrement. Harold avait apparemment parlé à plusieurs propriétaires d'entreprises, me décrivant comme un jeune homme en difficulté qui avait volé de l'argent à ses parents pour acheter de la drogue, et qui était devenu violent lorsqu'on l'avait confronté à ce sujet. Suzanne avait partagé des histoires similaires avec ses collègues de l'immobilier et ses clients. Elle exprimait une fausse inquiétude pour mon bien-être, tout en détruisant simultanément ma réputation. Le plus dévastateur était la rapidité avec laquelle les gens croyaient leurs mensonges. Harold et Suzanne étaient des membres respectés de la communauté. Harold avait supervisé des dizaines d'hommes à l'usine et était connu pour son approche sans fioriture du travail et de la discipline. Suzanne avait aidé des familles à acheter et vendre des maisons pendant 15 ans, et avait bâti des relations dans tout le comté. Qui allait croire la parole d'un jeune homme de 18 ans sans adresse fixe, face à 2 professionnels établis qui étaient simplement préoccupés par leur fils en difficulté ? J'ai essayé de les confronter directement. J'ai conduit ma vieille Honda Civic jusqu'à la maison de Maple Street et j'ai sonné à la porte comme un étranger. Suzanne a ouvert avec la même expression froide qu'elle portait le jour de mon anniversaire, comme si elle s'était attendue à cette visite. « Que veux-tu, Delmar » a-t-elle demandé sans m'inviter à entrer. « Je veux que vous arrêtiez de dire aux gens que je suis un toxicomane et un voleur » ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Je veux que vous appeliez Frank Morrison et toutes les autres personnes à qui vous avez parlé et que vous leur disiez la vérité. Je ne vois pas de quoi tu parles, a-t-elle répondu avec une innocence convaincante. Je n'ai jamais rien dit de faux sur toi à qui que ce soit. Les gens me disent que papa avertit les employeurs de mes prétendus problèmes de drogue et de vol. Vous savez que ce n'est pas vrai, maman. Vous savez que je n'ai jamais fait aucune de ces choses. L'expression de Suzanne n'a pas changé. Ton père et moi avons parfois exprimé notre inquiétude concernant tes choix et ton comportement aux gens qui nous posaient des questions sur toi. Si les employeurs potentiels interprètent nos préoccupations honnêtes comme des avertissements, ce n'est pas notre responsabilité. La cruauté désinvolte de sa réponse m'a laissé sans voix.
Elle admettait avoir répandu des mensonges à mon sujet, tout en niant simultanément tout acte répréhensible. Harold est apparu derrière elle dans l'embrasure de la porte, les bras croisés et le visage figé dans l'expression sévère qui m'avait intimidé toute mon enfance. « Tu dois partir maintenant, Delmar, a-t-il dit. C'est notre propriété, et tu n'es pas le bienvenu ici. Je veux juste que vous arrêtiez de mentir à mon sujet, ai-je plaidé. J'essaie de me construire une vie, et vous la rendez impossible. Nous avons dit aux gens la vérité sur ton comportement, a répondu Harold. Si cela te cause des problèmes, peut-être devrais-tu examiner tes choix au lieu de blâmer les autres. Ils ont fermé la porte sans un mot de plus, me laissant debout sur le porche où mon voyage vers l'itinérance avait commencé. Alors que je retournais à ma voiture, j'ai vu Trevor qui regardait par la même fenêtre de l'étage. Cette fois, quand nos yeux se sont rencontrés, il a rapidement fermé les stores. Cette nuit-là, assis dans ma chambre de motel déprimante et calculant combien de temps mes économies dureraient, j'ai réalisé que j'avais deux choix. Je pouvais rester en ville et continuer à me battre contre leurs mensonges et leurs manipulations, ou je pouvais partir et recommencer ailleurs, là où le poison d'Harold et Suzanne n'avait pas atteint. La décision a été plus facile que prévu. 3 jours plus tard, j'ai chargé tout ce que je possédais dans ma Honda et j'ai roulé 3 heures vers le sud jusqu'à Springfield, une ville de taille moyenne où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire. J'ai utilisé le reste de mes économies pour louer un minuscule studio au-dessus de la laverie automatique de Murphy, un espace exigu qui empestait l'assouplissant et la lessive, mais qui offrait l'intimité et l'indépendance. Trouver du travail à Springfield s'est avéré plus facile que je ne l'avais imaginé. Sans Harold et Suzanne sapant mes efforts, j'ai été embauché en une semaine chez Riverside Construction, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans les projets commerciaux et résidentiels. Le travail payait mieux que celui de l'entrepôt et offrait des opportunités d'apprendre des compétences utiles comme la menuiserie, l'électricité et la plomberie. Mon superviseur était un homme buriné nommé Ray Andry, qui possédait l'entreprise et construisait des choses depuis 30 ans. Ray avait le genre d'intelligence pratique qui vient de décennies passées à résoudre des problèmes avec ses mains, et il semblait reconnaître en moi quelque chose que d'autres avaient manqué. Il était patient avec mon inexpérience, mais exigeant en matière de qualité et de sécurité. Le travail de construction t'enseignera tout ce que tu as besoin de savoir sur la vie, m'a dit Ray lors de ma première semaine. Tu apprends à planifier à l'avance, à travailler dur, à résoudre des problèmes et à être fier de ce que tu construis. Mais le plus important, c'est que tu apprends que tu peux créer quelque chose de bon et de solide à partir de rien, seulement avec des matières premières et de la détermination. Je travaillais des doubles quarts chaque fois que Ray me le permettait. En partie parce que j'avais besoin d'argent, et en partie parce que j'avais soif de la satisfaction de construire quelque chose de tangible et d'utile. Chaque jour, je pouvais voir les progrès que nous faisions sur le projet que nous complétions, que ce soit la construction d'une nouvelle maison ou la rénovation d'un ancien immeuble de bureau. Après des mois à avoir l'impression que ma vie s'écroulait, c'était thérapeutique de passer mes journées à assembler des choses. Mon studio était à peine assez grand pour un lit, une petite table et une commode, mais je le gardais propre et organisé. Je cuisinais des repas simples sur une plaque chauffante et j'étudiais des manuels de construction et des livres d'affaires empruntés à la bibliothèque pendant mes soirées. Lentement, très lentement, j'étais en train de bâtir quelque chose qui ressemblait à une vie normale. Les dommages que mes parents avaient causés à mon crédit en contractant des prêts à mon nom sans ma connaissance sont devenus apparents lorsque j'ai essayé d'obtenir un meilleur appartement ou un prêt automobile. Mais même ces obstacles me semblaient gérables maintenant que je gagnais un revenu stable et que j'acquérais des compétences précieuses. J'étais en train d'apprendre que j'étais capable de bien plus que ce qu'Harold et Suzanne m'avaient jamais accordé. Pour la première fois depuis mon 18e anniversaire, j'ai commencé à croire que je pourrais effectivement m'en sortir. Ray Andry est devenu le père que je n'avais jamais vraiment eu, bien qu'il m'ait fallu des mois pour reconnaître ce qui se passait entre nous. Il était dans la cinquantaine, avec des mains calleuses et une peau tannée par le soleil, qui racontait l'histoire de décennies passées à travailler à l'extérieur. Ray avait bâti Riverside Construction à partir de rien, commençant comme homme à tout faire solitaire et se développant progressivement pour devenir l'une des entreprises de construction les plus respectées de Springfield. Ce qui distinguait Ray des autres patrons que j'avais rencontrés, c'était son intérêt sincère à enseigner plutôt que de simplement donner des ordres. Il expliquait pourquoi nous utilisions certaines techniques, me montrait comment lire des plans et calculer les matériaux, et corrigeait patiemment mes erreurs sans me faire sentir stupide ou incompétent. La plupart des gens pensent que la construction n'est qu'une question de muscles et de sueur, m'a dit Ray un après-midi alors que nous installions des armoires de cuisine dans une maison en rénovation. Mais les meilleurs constructeurs sont des penseurs. Tu dois voir 3 étapes à l'avance,
anticiper les problèmes et comprendre comment chaque pièce s'intègre dans l'ensemble. J'ai absorbé tout ce qu'il m'enseignait comme une éponge. Pendant les pauses déjeuner, Ray me posait des questions sur différents aspects du métier, me mettant au défi d'expliquer comment fonctionnaient les systèmes électriques ou comment calculer les exigences de charge pour une terrasse. Il me prêtait des livres sur la gestion d'entreprise, la planification de projets et le service à la clientèle, et nous discutions de ce que j'avais lu pendant nos trajets vers les chantiers. 6 mois après mon embauche chez Riverside, Ray a commencé à me donner plus de responsabilités. Il m'envoyait rencontrer des clients, superviser de petites équipes sur des projets mineurs et gérer la commande de matériaux et d'équipements. J'ai découvert que j'avais un talent naturel pour voir le potentiel dans des propriétés endommagées ou obsolètes, et calculer ce qu'il en coûterait pour les transformer en quelque chose de beau et de fonctionnel. La révélation des véritables intentions de Ray est arrivée un vendredi soir de la fin de l'automne. Nous venions de terminer un important projet de rénovation, transformant une maison victorienne délabrée en une superbe maison familiale. Ray a suggéré que nous allions dîner pour célébrer, autour de hamburgers et de bière à la taverne Mickey's. Ray a commencé à partager des histoires sur ses propres antécédents qu'il n'avait jamais mentionnés auparavant. J'ai grandi dans une maison où je n'étais jamais assez bon, a dit Ray, fixant sa bière. Mon vieux était un ivrogne méchant qui me voyait comme une compétition plutôt que comme un fils. Ma mère avait trop peur de lui pour prendre ma défense ou celle de ma sœur. Le jour de mes 17 ans, j'ai menti sur mon âge et je me suis enrôlé dans l'armée, juste pour m'éloigner d'eux. J'ai écouté avec fascination pendant que Ray décrivait des années de déménagement, apprenant des compétences en construction tout en étant stationné dans diverses bases militaires, et s'installant finalement à Springfield après sa démobilisation. Il avait lancé son entreprise avec rien d'autre qu'un camionnette et une boîte à outils, dormant dans le camion pendant ses premiers mois pendant qu'il se constituait suffisamment de clientèle pour se permettre un loyer. La raison pour laquelle je te raconte cela, a dit Ray, me regardant directement, c'est que je reconnais en toi quelque chose que je voyais en moi à ton âge. Tu as de l'intelligence, de l'éthique de travail et de l'intégrité, mais tu te comportes aussi comme quelqu'un à qui on a dit qu'il n'avait aucune importance. Je t'observe depuis des mois, Delmar, et je sais que tu es capable de bien plus que ce que tu réalises. La conversation a pris un tournant inattendu lorsque Ray a révélé qu'il m'avait délibérément mis à l'épreuve tout au long de mon emploi. Il m'avait donné des projets et des responsabilités de plus en plus complexes pour voir comment je gérerais la pression, l'autorité et l'indépendance. Il m'avait envoyé traiter avec des clients difficiles pour évaluer mes compétences en communication et mon professionnalisme. Il avait même posé des questions à d'autres entrepreneurs et fournisseurs sur leurs interactions avec moi, afin de jauger ma réputation dans l'industrie. Tu as réussi tous les tests avec brio, a poursuivi Ray. Tu te présentes tôt, tu travailles dur, tu traites les gens avec respect, et tu essaies constamment d'apprendre et de t'améliorer. Plus important encore, tu as le genre de caractère qui ne s'enseigne pas. Tu es honnête, fiable et tu te soucies de faire un travail de qualité. Ce qui a suivi a complètement changé la trajectoire de ma vie. Ray a expliqué qu'il envisageait d'étendre Riverside Construction à la rénovation résidentielle et à l'achat-revente de propriétés, mais qu'il avait besoin d'un partenaire capable de gérer l'aspect commercial pendant qu'il se concentrait sur les aspects de la construction. Il m'a offert un accord de partenariat. Cela comprenait la prise en charge de mes frais de scolarité pour des cours du soir en gestion d'entreprise et en immobilier, ainsi qu'une augmentation substantielle de salaire et un pourcentage des bénéfices sur les futurs projets. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir entièrement confiance, a dit Ray. Quelqu'un qui comprend que notre réputation se construit sur chaque travail que nous accomplissons et chaque client que nous servons. Je pense que tu pourrais être cette personne. Mais je veux que tu y réfléchisses attentivement avant de me donner une réponse. J'étais tellement submergé par son offre que je pouvais à peine parler. Personne n'avait jamais exprimé un tel niveau de confiance en mes capacités, ni ne m'avait offert une opportunité aussi incroyable. Après des mois à entendre mes parents me dire que j'étais inutile et que je n'arriverais jamais à rien, la foi de Ray en mon potentiel était presque impossible à accepter. Au cours des semaines suivantes, je me suis lancé à corps perdu dans l'apprentissage de tout ce que je pouvais sur les opérations commerciales, les marchés immobiliers et la gestion de projets. Ray m'a inscrit à des cours du soir au collège communautaire de Springfield, où j'ai étudié la comptabilité, le marketing et le droit des affaires. Pendant la journée, il a continué à m'enseigner des techniques de construction avancées et à m'impliquer dans la planification et la budgétisation des projets majeurs. J'ai découvert que j'avais une aptitude naturelle à identifier les propriétés sous-évaluées, et à visualiser comment elles pouvaient être transformées. Ray me conduisait à travers différents quartiers,
et je montrais les maisons qui étaient négligées ou vendues en dessous de la valeur marchande en raison de problèmes cosmétiques qui pouvaient être facilement résolus. Nous faisions des recherches sur les propriétés, calculions les coûts de rénovation et projetions les bénéfices potentiels, soit en les revendant rapidement, soit en les louant. Ma situation de logement s'est améliorée de façon spectaculaire à mesure que mes revenus augmentaient. J'ai déménagé du studio au-dessus de la laverie à un confortable appartement d'une chambre dans un quartier décent. J'ai acheté un camion d'occasion fiable, dont j'avais besoin pour le travail, et j'ai commencé à me constituer un compte d'épargne pour la première fois de ma vie. Plus important encore, j'ai commencé à développer le genre de confiance qui vient du fait d'être valorisé et respecté par quelqu'un dont l'opinion compte. Le mentorat de Ray s'est étendu au-delà du développement professionnel. Il m'incluait dans les dîners de famille avec sa femme, Carole, et leurs enfants adultes, me donnant un aperçu de ce à quoi ressemblait une relation familiale saine. Il se souvenait de mon anniversaire et célébrait mes réussites dans les cours universitaires. Il offrait des conseils sur les finances personnelles, les relations et les décisions de vie sans être moralisateur ou condescendant. Pour la première fois depuis mon 18e anniversaire, j'ai commencé à comprendre que le rejet de mes parents n'avait rien à voir avec ma valeur en tant que personne, mais tout avec leur propre caractère. Ray voyait en moi des qualités qu'Harold et Suzanne avaient soit manquées, soit choisi d'ignorer. Sous sa direction et ses encouragements, j'ai commencé à croire que je pourrais réellement être capable de construire quelque chose de significatif avec ma vie. Le partenariat avec Ray est devenu officiel 6 mois plus tard, lorsque nous avons réalisé ensemble notre premier achat-revente de propriété. Nous avions acheté une maison saisie pour $38 000, investi $22 000 supplémentaires en rénovation et l'avons vendue pour $79 000. Notre bénéfice de $19 000 était plus d'argent que je n'en avais jamais vu en une seule fois. Ray a insisté pour le partager également, malgré ma contribution financière minimale à l'achat initial. Ce n'est que le début, a dit Ray alors que nous célébrions notre succès. Avec ton œil pour le potentiel et mon expérience en construction, nous allons construire quelque chose de spécial ensemble. Il avait absolument raison. 5 ans après que Ray m'a offert ce partenariat qui a changé ma vie, Riverside Construction était devenue l'une des entreprises de rénovation et d'investissement les plus réussies du centre du Missouri. Nous avions complété plus de 60 achats-reventes, accumulé un portefeuille de propriétés locatives qui générait un revenu mensuel stable, et bâti une réputation pour un travail de qualité qui nous gardait réservé des mois à l'avance. Ma transformation au cours de ces années était remarquable, même pour moi. J'avais obtenu mon diplôme d'associé en gestion d'entreprise tout en travaillant à temps plein, développé une expertise dans les techniques de construction et la gestion de projets, et appris à naviguer dans les complexités de l'investissement immobilier. Plus important encore, j'avais acquis la confiance qui vient de se prouver que l'on peut surmonter des revers dévastateurs et bâtir quelque chose de significatif à partir de rien. Ray et moi avions développé un système qui maximisait nos forces respectives. Je gérais les opérations commerciales, y compris la recherche de propriétés sous-évaluées, la négociation des achats, la gestion des finances, et les relations avec les agents immobiliers et les prêteurs. Ray supervisait les équipes de construction, assurait le contrôle de la qualité et gérait les aspects techniques de nos projets de rénovation. Ensemble, nous pouvions prendre une maison délabrée et la transformer en une maison belle et fonctionnelle que les familles aimeraient, tout en générant des bénéfices substantiels pour notre entreprise. Ma vie personnelle s'était également stabilisée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer pendant ces sombres premiers mois à Springfield. Je vivais dans une maison de style craftsman magnifiquement rénovée, que Ray et moi avions achetée comme propriété d'investissement, mais dont j'étais tombé amoureux et que j'avais racheté à l'entreprise à la valeur marchande. La maison présentait des planchers de bois franc d'origine, des moulures restaurées et une cuisine que j'avais conçue et installée moi-même. C'était le premier endroit qui m'ait jamais vraiment semblé être un foyer. Je sortais avec Ashley Martinez depuis 8 mois, une relation qui s'était développée lentement, passant de l'amitié à quelque chose de plus profond et de plus significatif que ce que j'avais connu auparavant. Ashley travaillait comme infirmière à l'hôpital général de Springfield. Elle apportait à ma vie une stabilité et une chaleur que je chérissais. Elle appréciait mon éthique de travail et mon ambition, mais elle m'aidait aussi à me souvenir de profiter du succès que j'étais en train de bâtir, plutôt que de me concentrer constamment sur le prochain projet ou objectif. Tu travailles comme si tu étais toujours cet adolescent effrayé vivant dans une chambre de motel, m'avait dit Ashley récemment. Mais tu n'es plus cette personne, Delmar. Tu as bâti quelque chose d'incroyable, et tu mérites d'en profiter. Elle avait raison. Mais les vieilles habitudes et les insécurités sont difficiles à éradiquer. J'épargnais toujours de manière agressive et vivais en dessous de mes moyens, en partie par planification financière pratique,
mais en partie par peur que tout ce que j'avais construit ne disparaisse aussi soudainement que ma famille m'avait abandonné. Ray me taquinait souvent sur ma réticence à dépenser de l'argent pour moi-même, mais il comprenait la psychologie derrière cela mieux que quiconque. Le succès de notre entreprise avait attiré l'attention dans toute la région. Nous avions été présentés dans des journaux locaux et des magazines d'affaires, soulignant notre approche innovante de la rénovation de propriétés et nos contributions à la revitalisation des quartiers. J'avais été invité à prendre la parole lors de séminaires d'investissement immobilier et j'avais développé un réseau de contacts qui comprenait d'autres entrepreneurs, agents immobiliers, prêteurs et fonctionnaires de la ville. Notre dernier projet était notre plus ambitieux, la rénovation d'un pâté de maisons entier de maisons victoriennes qui avaient été abandonnées pendant des années. La ville nous avait offert un ensemble d'incitations pour nous attaquer au projet, reconnaissant que notre travail revitaliserait le quartier et attirerait d'autres investissements. L'ampleur de l'entreprise nous obligeait à embaucher des équipes supplémentaires et à coordonner avec plusieurs sous-traitants, mais les bénéfices potentiels étaient substantiels. C'est pendant cette période de succès professionnel et de bonheur personnel que les premiers signes de problèmes de mon passé ont commencé à émerger. La révélation est venue d'une source inattendue, Maria, la cousine d'Ashley, qui avait déménagé à Springfield depuis ma ville natale de Cedar Falls pour un poste d'enseignante. J'ai eu la rencontre la plus étrange le week-end dernier, m'a dit Ashley lors d'un dîner à notre restaurant préféré. Maria est allée rendre visite à des amis à Cedar Falls, et elle a croisé ton frère dans un bar sportif. Elle a mentionné qu'elle te connaissait, et il a commencé à poser toutes sortes de questions détaillées sur ton entreprise et ta réussite. La mention de Trevor m'a fait marquer une pause. Je n'avais parlé à personne de ma famille depuis cette horrible confrontation sur leur perron 7 ans plus tôt. En ce qui me concernait, Harold, Suzanne et Trevor étaient des étrangers qui partageaient mon nom de famille. Quel genre de questions, ai-je demandé, bien que quelque chose dans mon instinct soupçonnait déjà que la réponse serait troublante. Des questions spécifiques sur ta maison, ton entreprise, combien d'argent tu gagnais. Maria a dit que c'était bizarre, comme s'il recueillait des renseignements plutôt que de simplement faire la conversation. Elle a eu l'impression qu'il en savait déjà pas mal sur ton succès. Un frisson m'a parcouru l'échine tandis que je traitais cette information. Trevor n'avait jamais montré aucun intérêt à maintenir une relation avec moi après que mes parents m'eurent jeté dehors. Sa curiosité soudaine pour ma situation financière et mon succès commercial suggérait quelque chose de plus calculé qu'un intérêt fraternel désinvolte. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à prêter attention à ma présence sur les réseaux sociaux et à mon empreinte en ligne d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. J'ai découvert que le site web de notre entreprise comprenait des informations détaillées sur nos projets, y compris des photos avant et après des propriétés que nous avions rénovées. Des articles de journaux locaux sur notre entreprise comprenaient des citations de moi et des informations sur nos plans d'expansion. Mon profil LinkedIn, que j'avais créé pour le réseautage professionnel, contenait des informations sur mon éducation, mon historique de travail et mes réalisations commerciales. La réalisation troublante m'a frappé, quiconque voulait faire des recherches sur mon succès pouvait trouver des informations substantielles sur ma situation financière et mes opérations commerciales avec un effort minimal. Si Trevor recueillait effectivement des informations à mon sujet, il aurait trouvé beaucoup de matériel avec lequel travailler. J'ai décidé de vérifier mes soupçons en demandant à Ray de faire des enquêtes discrètes auprès des entrepreneurs et des fournisseurs qui travaillaient dans toute la région. Ce qu'il a découvert a confirmé mes pires craintes. Plusieurs personnes ont signalé avoir été approchées par quelqu'un se présentant comme mon frère, qui posait des questions détaillées sur les projets, les bénéfices et les plans futurs de Riverside Construction. La personne s'était présentée comme quelqu'un qui était fier de mon succès et envisageait d'investir dans notre entreprise. C'est définitivement de la reconnaissance, a dit Ray après avoir compilé les rapports. Quelqu'un mène une enquête systématique sur tes finances professionnelles et personnelles. La question est, pourquoi? Je savais pourquoi, même si je ne voulais pas me l'admettre. Harold et Suzanne avaient passé 7 ans à ignorer mon existence. Mais maintenant que j'avais atteint un succès mesurable, ils s'intéressaient soudainement à ma vie à nouveau. Leur intérêt n'était pas motivé par la fierté ou l'affection. Il était motivé par la cupidité et le sentiment de droit. La pensée que mes parents pourraient planifier de réintégrer ma vie après des années d'abandon et de diffamation me rendait physiquement malade. J'avais travaillé incroyablement dur pour construire quelque chose de significatif à partir de l'épave qu'ils avaient laissée derrière eux. Et l'idée qu'ils pourraient essayer de revendiquer une partie de mon succès était à la fois exaspérante et terrifiante. « Que vas-tu faire s'il se présente » a demandé Ashley lorsque j'ai partagé mes soupçons avec elle. « Je ne sais pas » ai-je admis. Une partie de moi espère qu'ils resteront loin,
mais une autre partie de moi veut avoir la chance de leur dire exactement ce que je pense d'eux et de tout ce qu'ils m'ont fait subir. Ce que je n'aurais pas pu anticiper, c'était à quel point leur retour éventuel serait pire que tout ce que j'avais imaginé pendant ces nuits blanches où je m'inquiétais de leurs motifs. La mission de reconnaissance que Trevor menait n'était que le début d'un plan qui mettrait à l'épreuve chaque once de force et de résolution que j'avais développé au cours des 7 années précédentes. Mais je n'étais plus l'adolescent effrayé qu'ils avaient jeté dehors avec rien d'autre qu'un sac de sport. J'avais des alliés maintenant, des ressources, et surtout le genre de confiance qui vient de se prouver que l'on peut surmonter tout ce que la vie nous lance. Quand Harold et Suzanne feraient finalement leur coup, je serais prêt pour eux. La confrontation que je redoutais est arrivée un samedi matin frais d'octobre. J'étais dans mon atelier derrière la maison, restaurant une table en chêne antique qu'Ashley et moi avions trouvée dans un marché aux puces, lorsque j'ai entendu des portières de voitures claquer dans mon allée. Par la fenêtre de l'atelier, j'ai vu la camionnette Ford argentée d'Harold et la berline BMW blanche de Suzanne, des véhicules que je reconnaissais malgré les années qui s'étaient écoulées. Mes mains ont légèrement tremblé alors que je posais mon papier de verre et marchais vers l'avant de la maison. 7 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais vu mes parents, et je n'étais pas préparé à l'impact émotionnel de leur présence physique dans mon espace. Ils avaient l'air plus âgés, bien sûr, mais ils se tenaient avec la même arrogance et la même suffisance qui avaient caractérisé la façon dont ils m'avaient traité toute mon enfance. Trevor est sorti du siège passager du camion d'Harold. J'ai été frappé de voir à quel point il avait changé. À 23 ans, il était plus grand et plus large que dans mes souvenirs, mais il se déplaçait avec une fanfaronnade de droit qui me rappelait inconfortablement Harold dans ses jeunes années. Il a examiné ma propriété avec une évaluation évidente, observant la maison victorienne restaurée, la cour paysagée et les véhicules de qualité garés dans l'allée. Je les ai rencontrés sur mon porche d'entrée, me positionnant délibérément pour bloquer leur accès à ma porte d'entrée. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Ils s'étaient autrefois tenus dans leur embrasure de porte pour me garder dehors, et maintenant je me tenais dans la mienne pour les garder dehors. « Eh bien, regardez-moi ça », a dit Harold, faisant un large geste vers ma maison et ma cour. Notre garçon Delmar a plutôt bien réussi. La possessivité désinvolte dans sa voix m'a fait serrer la mâchoire. « Que voulez-vous » Suzanne s'est avancée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Est-ce une façon de saluer ta famille ? Nous sommes fiers de ce que tu as accompli, chérie. Tu as construit quelque chose de vraiment impressionnant ici. Nous avons entendu parler de ton succès commercial, a ajouté Trevor, sa voix portant un ton que je ne pouvais pas identifier. Toute la ville parle de ta réussite ici à Springfield. J'ai étudié leur visage, cherchant le moindre signe d'émotion véritable ou de remords pour la façon dont ils m'avaient traité. Ce que j'ai vu à la place, c'était le calcul et la détermination, les expressions de personnes qui étaient venues ici avec un ordre du jour précis. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, ai-je dit. Que voulez-vous ? Harold s'est éclairci la gorge et a adopté le ton autoritaire qu'il avait utilisé tout au long de mon enfance pour faire des déclarations qui n'étaient pas ouvertes à la discussion. Nous voulons te parler des responsabilités familiales et nous assurer que tout le monde est pris en charge correctement. Responsabilité familiale, ai-je répété lentement. C'est intéressant venant de personnes qui m'ont jeté dehors avec un seul sac et ont dit à toute la ville que j'étais un toxicomane et un voleur. Maintenant, Delmar, a dit Suzanne avec sa voix d'agent immobilier bien rodée, nous savons qu'il y a eu des malentendus dans le passé, mais nous sommes ici pour aller de l'avant en tant que famille. Nous avons toujours cru que la famille passe avant tout, et nous pensons qu'il est temps de s'assurer que tout le monde bénéficie du succès qui a été atteint. Les euphémismes et le langage prudent qu'ils utilisaient me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir sur leurs intentions. Il ne s'agissait pas de réconciliation ou de liens familiaux. Il s'agissait d'argent et de ce qu'ils croyaient avoir le droit de réclamer de la vie que j'avais construite sans eux. Laissez-moi être très clair, ai-je dit, ma voix stable malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Vous n'êtes pas ma famille. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous m'avez jeté dehors et avez essayé de détruire ma réputation. Vous n'avez aucune prétention sur quoi que ce soit que j'ai construit, et vous n'êtes pas les bienvenus sur ma propriété. Trevor s'est avancé avec un sourire narquois qui révélait son vrai caractère. En fait, grand frère, nous pensons que nous avons une prétention. Tu vois, maman et papa ont réfléchi à l'avenir, et ils croient que cette maison serait parfaite pour que je fonde ma propre famille. Tu as assez de succès pour pouvoir t'acheter autre chose, et cela signifierait beaucoup pour la famille si tu faisais ce geste. L'audace de leur demande m'a laissé temporairement sans voix. Ils ne demandaient pas d'argent ou de prêt, ils exigeaient que je donne ma maison à Trevor.
C'était la maison que j'avais achetée et rénovée avec l'argent que j'avais gagné grâce à des années de dur labeur. Vous êtes fou, ai-je dit quand j'ai retrouvé ma voix. C'est ma maison, que j'ai achetée avec mon propre argent, et je ne la donnerai à personne. L'expression d'Harold s'est durcie en la grimace intimidante qui m'avait effrayé enfant, mais qui semblait maintenant juste pathétique et manipulatrice. Mon garçon, tu dois réfléchir attentivement à ce que signifie la famille. Trevor nous est resté fidèle pendant que toi, tu t'enfuyais et abandonnais tes responsabilités. Il mérite une certaine sécurité et stabilité, et tu es en position de lui fournir cela. Quelle responsabilité ai-je abandonnée, ai-je exigé? Vous m'avez mis à la porte. Vous m'avez dit que j'étais seul et que je devais me débrouiller. Nous t'avons aidé à devenir indépendant et autonome, a répondu Suzanne avec une hypocrisie à couper le souffle. Et maintenant que tu as atteint le succès, nous pensons qu'il est approprié que tu aides ton frère à atteindre le même genre de stabilité. La conversation devenait de plus en plus surréaliste. Ils étaient en train de réécrire l'histoire en temps réel, transformant leur abandon et leur abus en une sorte de cadeau qu'ils m'avaient fait. Leur sentiment de droit était si complet et si éhonté que je me demandais s'ils croyaient réellement à leurs propres mensonges. Mais les mots suivants de Trevor ont révélé l'étendue véritable de leur planification et la profondeur de leur sentiment de droit. La vérité est, Delmar, maman et papa m'ont déjà promis cette maison il y a des mois, a dit Trevor avec un sourire satisfait. Nous avons observé ton succès à distance, et nous avons décidé que puisque je suis le fils qui est resté fidèle et solidaire, je devrais hériter des bénéfices de ce que la famille a accompli. Ce que la famille a accompli, ai-je répété, incrédule. J'ai construit cette vie complètement seul, sans aucune aide de votre part. La famille est la famille, a dit Harold avec finalité. Et la famille prend soin de la famille. Tu peux te permettre d'acheter une autre maison, mais Trevor commence juste dans la vie et a besoin de la sécurité que cette propriété fournirait. La pièce finale de leur plan est devenue claire lorsque Suzanne a sorti un dossier de documents de son sac à main. Notre avocat a préparé des documents qui rendraient le transfert simple et fiscalement avantageux. Tout ce que tu as à faire est de signer ces documents, et Trevor pourra prendre en charge l'hypothèque et la propriété. J'ai fixé le dossier avec incrédulité. Ils n'avaient pas seulement décidé d'exiger ma maison sur un coup de tête. Ils avaient consulté des avocats, préparé des documents légaux et planifié toute cette opération à l'avance. Leur sentiment de droit sur le fruit de mon travail était si complet qu'ils s'attendaient réellement à ce que je coopère avec leurs exigences. Quitter ma propriété, ai-je dit doucement. Delmar, sois raisonnable, a commencé Suzanne, mais je l'ai coupé. Quitter ma propriété immédiatement, ou j'appelle la police. Harold s'est approché de moi, utilisant sa taille pour essayer de m'intimider comme il l'avait fait quand j'étais enfant. Tu fais une grosse erreur, mon garçon. Nous te donnons la chance de faire ce qui est juste pour ta famille, et tu es égoïste et ingrat. J'ai dit, quitter ma propriété. Le sourire narquois de Trevor s'est élargi alors qu'il livrait ce qu'il pensait clairement être son coup de grâce. Tu pourrais vouloir reconsidérer, grand frère. Vois-tu, maman et papa ont quelques problèmes financiers en ce moment, et ils doivent de l'argent à des gens qui ne sont pas très patients pour se faire rembourser. Si tu n'aides pas la famille volontairement, nous pourrions devoir explorer d'autres options pour obtenir ce dont nous avons besoin. La menace était claire, même si elle était formulée en termes vagues. Ils étaient endettés auprès de personnes dangereuses, et ils considéraient mon succès comme leur solution. Si je ne leur donnais pas volontairement ce qu'ils voulaient, ils étaient prêts à utiliser des méthodes plus agressives pour le prendre. Alors que je les regardais retourner à leur véhicule, Trevor s'est retourné une dernière fois. Nous serons en contact, Delmar. La famille a une façon de régler les choses, d'une manière ou d'une autre. Après qu'il soit parti, je suis resté assis sur mon porche pendant un long moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les personnes qui m'avaient abandonné, menti à mon sujet et tenté de détruire mon avenir étaient revenues pour revendiquer la propriété de tout ce que j'avais construit. Leur sentiment de droit était si complet qu'ils s'attendaient réellement à ce que je remette ma maison aux frères qui avaient regardé en silence pendant qu'ils me jetaient dehors. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était la menace finale de Trevor et l'implication qu'il devait de l'argent à des gens qui pourraient être prêts à utiliser la violence pour recouvrer des dettes. J'ai réalisé que cette confrontation n'était que le début, et que le désespoir de mes parents pourrait les rendre capables d'actions que je n'avais jamais imaginées. J'avais passé 7 ans à bâtir une vie basée sur le travail acharné, l'intégrité et le soutien de personnes qui se souciaient réellement de moi. Maintenant, j'allais devoir me battre pour protéger cette vie contre les personnes même qui auraient dû célébrer mon succès au lieu d'essayer de le voler.
La guerre pour mon indépendance était sur le point de commencer. Et cette fois, je n'allais pas être l'adolescent impuissant qu'ils avaient jeté. J'allais riposter avec tout ce que j'avais appris et tous ceux qui m'avaient soutenu en cours de route. La semaine suivant la visite de mes parents fut remplie de nuits blanches et de planifications minutieuses. Je savais qu'ils reviendraient, et je savais que leur prochaine approche serait plus agressive que leur demande initiale pour ma maison. La menace de Trevor d'explorer d'autres options suggérait qu'ils étaient suffisamment désespérés pour envisager des tactiques allant au-delà de la simple manipulation émotionnelle. J'ai passé cette semaine à consulter des avocats, à revoir mes dossiers commerciaux et à faire des recherches sur la situation actuelle de mes parents. Ce que j'ai découvert a confirmé mes pires soupçons et a révélé l'ampleur véritable de leur désespoir financier. Harold avait accumulé plus de 70 000 $ de dettes de jeu auprès d'un réseau de bookmakers clandestins qui opérait dans tout le centre du Missouri. Suzanne avait encouragé sa dépendance en refinançant à plusieurs reprises leur maison et en liquidant leurs économies de retraite pour couvrir ses pertes. Leur situation actuelle était pire que ce que j'avais imaginé. Les gens à qui Harold devait de l'argent n'étaient pas des créanciers patients qui accepteraient des plans de paiement. C'étaient des individus qui utilisaient l'intimidation, le harcèlement et la violence pour recouvrer des dettes auprès de personnes qui ne pouvaient pas payer par des moyens conventionnels. Harold et Suzanne faisaient face à la perte de leur maison, de leurs économies et potentiellement de leur sécurité physique s'ils ne trouvaient pas un moyen de satisfaire leurs obligations. Plus troublant encore, la découverte qu'ils avaient déjà tenté d'utiliser mon succès comme garantie pour des prêts supplémentaires. Suzanne avait dit à plusieurs prêteurs que j'étais un entrepreneur riche qui garantirait les dettes de mes parents, utilisant des articles de journaux sur mon entreprise comme preuve de mes ressources financières. Lorsque ces prêteurs m'ont contacté directement pour vérifier les garanties, j'ai appris toute l'étendue de la tromperie et de la manipulation de mes parents. Mais la révélation la plus choquante est venue de Ray, qui avait mené sa propre enquête sur les activités de ma famille. Grâce à son réseau de contacts dans l'industrie de la construction, Ray avait appris qu'Harold disait aux gens de Cedar Falls que je lui devais de l'argent pour mon éducation et qu'il prévoyait de recouvrer cette dette en revendiquant la propriété de mes actifs. Ils sont en train de monter un récit, a expliqué Ray alors que nous étions assis dans son bureau, examinant les informations que nous avions recueillies. Ils disent aux gens que tu es ingrat et qu'ils ont des prétentions légitimes sur ta propriété et ton entreprise. S'ils ne peuvent pas te manipuler pour que tu leur donnes ce qu'ils veulent, ils se préparent à passer à une action plus agressive. L'action agressive est arrivée plus tôt que prévu. Un jeudi soir, alors que je terminais le dîner avec Ashley, mon téléphone a sonné avec un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout était inconnue, mais portait le genre de menace calme qui m'a glacé le sang. « Est-ce bien Delmar Williams ?» a demandé la voix. « Qui est à l'appareil ?»« Mon nom est Marcus, et je représente des gens à qui votre père doit de l'argent. Je crois comprendre que vous êtes un homme d'affaires prospère qui se soucie du bien-être de sa famille. » L'implication était claire. Les créanciers d'Harold m'impliquaient maintenant dans leurs efforts de recouvrement, utilisant les mensonges de mes parents sur les obligations familiales pour justifier leur harcèlement. « Je ne dois pas d'argent à mon père », ai-je dit fermement. « Quelles que soient ses dettes, elles sont de sa responsabilité, pas la mienne. »« Ce n'est pas comme ça que vos parents nous expliquent la situation », a répondu Marcus. « Ils semblent penser que vous seriez prêt à les aider à sortir de leurs difficultés actuelles. Peut-être devrions-nous avoir une conversation en personne pour éclaircir tout malentendu. » J'ai raccroché immédiatement et j'ai appelé la police pour signaler l'appel téléphonique menaçant. L'officier qui a pris ma déclaration a expliqué que l'appel lui-même ne constituait pas un crime. Cependant, il m'a conseillé de documenter tout contact futur et de prendre des précautions pour ma sécurité personnelle. Cette nuit-là, Ashley et moi sommes restés chez Ray pendant que je décidais comment réagir à cette situation qui s'aggravait. La réalisation que mes parents avaient impliqué des personnes dangereuses dans leur campagne de manipulation m'a forcé à confronter la possibilité que ma sécurité physique et celle d'Ashley puissent être en danger. La confrontation finale est arrivée 3 jours plus tard, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Au lieu de retourner chez moi, Harold, Suzanne et Trevor sont apparus au bureau de Riverside Construction pendant les heures de travail, croyant apparemment qu'un environnement public leur donnerait un avantage dans leur demande d'argent et de propriété. J'étais au milieu d'une réunion avec un client potentiel lorsque Ray a frappé à la porte de mon bureau et a annoncé que ma famille était dans la zone de réception, exigeant de me parler immédiatement. Je me suis excusé de la réunion et suis sorti pour trouver Harold, Suzanne et Trevor assis sur le canapé dans notre salle d'attente, comme des visiteurs légitimes plutôt que les extorqueurs qu'ils étaient devenus. « Nous devons régler cette affaire de famille une fois pour toutes », a annoncé Harold dès qu'il m'a vu.
Nous avons essayé d'être raisonnables, mais tu as été têtu et égoïste. Maintenant, nous allons t'expliquer tes responsabilités en termes que tu ne peux pas ignorer. La présence d'autres clients et employés dans le bureau m'a forcé à maintenir un calme professionnel. Je sentais cependant la colère monter dans ma poitrine comme une pression physique. Leur volonté d'amener leur campagne de manipulation sur mon lieu de travail démontrait jusqu'où ils étaient prêts à aller pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas l'endroit pour cette conversation, ai-je dit doucement. Vous devez partir immédiatement. Nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas accepté d'aider ta famille, a répondu Suzanne avec la même froide détermination qu'elle avait montrée toute mon enfance. Ton père doit de l'argent à des gens qui ne vont pas attendre beaucoup plus longtemps, et tu es le seul qui peut résoudre ce problème. Trevor s'est penché en avant avec son sourire narquois familier. Allez, Delmar. Tu as cette entreprise prospère et cette belle maison. Tu peux te permettre d'aider la famille qui t'a élevé et t'a donné les valeurs qui ont rendu ton succès possible. L'hypocrisie de leurs affirmations sur le fait de m'avoir donné des valeurs et du soutien était si époustouflante que j'ai failli rire. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé et m'a donné l'opportunité que j'attendais pour mettre fin à leur manipulation de manière permanente. Ray est apparu dans la zone de réception, portant un épais dossier de documents. Son expression était plus sombre que je ne l'avais jamais vue. Il a regardé directement Harold et Suzanne avant de parler d'une voix qui portait dans tout le bureau. Avant que cette conversation n'aille plus loin, a annoncé Ray, je pense que tout le monde devrait savoir que Delmar et moi nous attendions à cette visite depuis un certain temps. Nous avons enquêté sur vos activités, votre situation financière et vos plans pour impliquer mon associé dans vos problèmes personnels. L'expression confiante d'Harold a légèrement vacillé. De quoi parlez-vous? Ray a ouvert le dossier et a commencé à lire des documents avec la précision d'un procureur présentant des preuves. Je parle des 73 000 $ que vous devez à des opérations de jeu illégales. Je parle des demandes de prêts frauduleuses où vous avez listé Delmar comme garant sans sa connaissance ou son consentement. Je parle des menaces que vous avez faites par des intermédiaires pour extorquer de l'argent à mon associé. La couleur a fui le visage de Suzanne alors que Ray continuait à lire dans ses dossiers. Je parle également de la campagne de diffamation que vous avez menée il y a 7 ans, lorsque vous avez dit aux employeurs de Cedar Falls que Delmar était un toxicomane et un voleur. Nous avons des déclarations sous serment de témoins qui ont entendu ces mensonges directement de votre bouche. Mais Ray n'avait pas terminé. Il m'a regardé directement avant de livrer la révélation qui allait tout changer. Le plus important, a poursuivi Ray, je veux que tout le monde comprenne que Delmar Williams n'est plus votre fils, au sens légal. Il y a 3 ans, je l'ai légalement adopté en tant qu'adulte. Il a choisi de devenir mon fils, et j'ai choisi de devenir son père. Cela fait de moi son plus proche parent, son associé et son héritier légal. Le silence dans le bureau était assourdissant. Harold, Suzanne et Trevor ont fixé Ray et moi sous le choc complet, apparemment incapables de traiter ce qu'ils venaient d'entendre. L'adoption était l'idée de Delmar, a poursuivi Ray. Et ce fut un honneur pour moi de l'accepter comme mon fils. Contrairement à certaines personnes, je reconnais son caractère, son intégrité et sa valeur en tant qu'être humain. Il a gagné tout ce qu'il a accompli, et personne n'a de prétention sur son succès, à part les gens qui l'ont réellement soutenu et cru en lui. J'ai sorti mon propre dossier de documents et je l'ai placé sur la table basse devant mon ancienne famille. Ce sont des copies des papiers d'adoption, ainsi que la documentation de chaque mensonge que vous avez raconté à mon sujet, chaque demande de prêt frauduleuse que vous avez soumise, et chaque contact menaçant que vous avez établi. J'ai déjà donné des copies à la police, au FBI et aux avocats qui traitent les accusations de harcèlement et d'extorsion que nous déposons contre vous. La confiance arrogante de Trevor s'était complètement évaporée. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes votre famille. Non, ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris moi-même. Ray est ma famille. Ashley est ma famille. Les gens qui ont cru en moi et m'ont soutenu lorsque vous m'avez jeté comme une ordure sont ma famille. Vous étiez des étrangers qui partageaient mon nom de famille d'origine. Harold s'est levé, les poings serrés, apparemment prêt à recourir à l'intimidation physique. Mais Ray s'est interposé entre nous avec le genre d'instinct protecteur que les vrais pères montrent pour leurs enfants. Je ne vous le recommanderais pas, a dit Ray doucement. Ce bâtiment a des caméras de sécurité. Il y a des témoins présents, et la police est déjà au courant de vos menaces et de votre harcèlement. Si vous touchez mon fils, vous serez arrêté avant d'atteindre le parking. Suzanne a tenté une dernière manipulation, faisant appel à des émotions qui n'existaient plus. Delmar chéri, nous savons que nous avons fait des erreurs,
mais nous sommes toujours tes parents. La famille devrait se pardonner et travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Vous avez cessé d'être mes parents le jour où vous m'avez jeté dehors, ai-je répondu. Et vous avez prouvé que vous n'aviez rien appris de cette erreur lorsque vous êtes venu ici, exigeant ma maison et me menaçant de violence. Les vrais parents célèbrent le succès de leurs enfants. Ils n'essaient pas de le voler. J'ai fait un geste vers le dossier de documents sur la table. Ces papiers comprennent des ordonnances restrictives qui vous interdisent à tous de me contacter, de visiter ma maison ou mon entreprise, ou de m'impliquer dans vos problèmes financiers de quelque manière que ce soit. Si vous violez ces ordonnances, vous serez immédiatement arrêté. Alors qu'ils marchaient vers la porte dans un silence stupéfait, j'ai livré le message final qui mettrait fin à leur manipulation pour toujours. Harold, Susan et Trevor Williams, ai-je appelé après eux, utilisant délibérément leur nom complet. Je veux que vous compreniez quelque chose très clairement. J'ai construit ma vie à partir de rien après que vous m'ayez jeté. J'ai réussi grâce à mon propre travail et au soutien de personnes qui se souciaient réellement de moi. Vous n'avez aucune prétention sur quoi que ce soit que j'ai accompli, et vous n'en aurez jamais. Restez hors de ma vie de façon permanente. Après qu'il soit parti, Ray a posé sa main sur mon épaule avec le genre de fierté et de soutien paternel que je n'avais jamais connu de la part d'Harold. Je suis fier de toi, mon fils. Il fallait du courage pour cela, et tu l'as géré parfaitement. Pour la première fois en 7 ans, je me suis senti complètement libéré de l'influence toxique des personnes qui m'avaient donné la vie, mais n'avaient jamais été ma vraie famille. L'adoption légale avait été plus que de la simple paperasse. C'était une déclaration que la famille est définie par l'amour, le soutien et le choix, plutôt que par la biologie ou l'obligation légale. La guerre pour mon indépendance était terminée, et j'avais gagné de manière décisive. Les semaines suivant la confrontation à mon bureau ont apporté une cascade de conséquences qui ont démontré le pouvoir de la vérité et de la préparation sur la manipulation et le sentiment de droit. Le système légal a agi rapidement une fois que les procureurs ont examiné les preuves que Ray et moi avions compilées, documentant la fraude, le harcèlement et les tentatives d'extorsion d'Harold et Susan. Harold a été arrêté dans les 10 jours pour des accusations de vol d'identité et de fraude aux prêts pour les demandes qu'il avait soumises en utilisant mon nom comme garant sans mon consentement. Les institutions financières qu'il avait tenté de frauder ont fourni des preuves supplémentaires, et des enquêteurs fédéraux se sont impliqués lorsqu'ils ont découvert l'ampleur de ses dettes de jeu et les réseaux criminels avec lesquels il traitait pour obtenir des prêts illégaux. Susan a fait face à ses propres conséquences légales pour son rôle dans la campagne de harcèlement et pour avoir permis les activités frauduleuses d'Harold. Sa licence immobilière a été suspendue en attendant l'enquête, et plusieurs de ses anciens clients ont déposé des plaintes concernant sa fausse déclaration de propriété et ses pratiques commerciales contraires à l'éthique, qui avaient été négligées pendant des années. L'enquête criminelle a révélé qu'Harold devait de l'argent à des personnes bien plus dangereuses que ce que j'avais même réalisé. Des agents fédéraux ont arrêté plusieurs membres de l'opération de jeu illégal dans le cadre d'une enquête plus vaste sur les activités du crime organisé dans toute la région. La coopération d'Harold à cette enquête est devenue une partie de son accord de plaidoyer, mais cela signifiait également qu'il ferait probablement face à des représailles d'anciens associés qui le blâmaient pour leurs problèmes légaux. Trevor, qui avait été le plus arrogant lors de leurs exigences pour ma maison, a fait face à la réalité du comportement criminel de ses parents et à sa propre complicité dans leur stratagème. L'enquête a révélé qu'il recueillait activement des renseignements sur mon entreprise et mes finances depuis plus d'1 an, agissant comme leur éclaireur et complice dans la planification de leurs tentatives d'extorsion. Mais la conséquence la plus satisfaisante a été de voir tout leur récit de loyauté et d'obligation familiale s'effondrer sous l'examen minutieux. Les gens à qui ils avaient parlé de leur fils ingrat et de leurs prétentions légitimes à mon succès ont appris la vérité sur leur abandon, leurs mensonges et leurs manipulations. La communauté qui respectait autrefois Harold et Susan en tant que citoyens honnêtes les comprenait maintenant comme des criminels qui avaient essayé d'exploiter le succès de leur propre enfant. Les ordonnances restrictives que j'avais obtenues n'ont jamais été violées. En partie parce qu'Harold et Susan s'occupaient de leurs propres problèmes légaux, et en partie parce qu'ils ont finalement compris que je n'étais plus l'adolescent impuissant qu'ils avaient jeté. J'avais des alliés, des ressources, et le genre de force qui vient de la construction de quelque chose de significatif malgré des obstacles accablants. L'adoption légale de moi par Ray est devenue une source de force et de fierté plutôt qu'une simple manœuvre juridique défensive. À l'âge de 32 ans, j'avais enfin le père que j'avais toujours mérité. Quelqu'un qui croyait en mon potentiel, célébrait mes réussites et me soutenait face aux défis difficiles. Carol, la femme de Ray, a embrassé son rôle de belle-mère avec la même chaleur et le même soutien, et leurs enfants adultes m'ont accueilli comme leur frère sans réserve ni jalousie.
L'adoption a également clarifié ma planification successorale et testamentaire de manière à protéger tout ce que j'avais construit. Ray et moi avons restructuré notre partenariat commercial pour refléter notre relation familiale, et nous avons commencé à planifier la croissance à long terme de Riverside Construction comme une entreprise familiale qui pourrait être transmise aux générations futures. Ma relation avec Ashley s'est approfondie à mesure que nous naviguions ensemble à travers ces défis. Elle m'avait vu dans mes moments les plus vulnérables et en colère. Son soutien inébranlable lors de la confrontation avec mon ancienne famille m'a convaincu qu'elle était quelqu'un avec qui je voulais construire un avenir. 6 mois après la fin des batailles légales, je l'ai demandé en mariage dans l'atelier derrière notre maison, entouré des outils et des projets qui représentaient tout ce que j'avais appris sur la création de quelque chose de beau à partir de matières premières et de détermination. Ray a officié notre cérémonie de mariage, exerçant son autorité à la fois en tant que mon père et en tant que ministre ordonné qui avait célébré des mariages pour des amis et des employés au fil des ans. La liste des invités comprenait des personnes qui m'avaient soutenu et cru en moi, des collègues de Riverside Construction, des camarades de classe de mes cours d'affaires, des voisins qui m'avaient vu reconstruire ma vie, et la famille d'Ashley qui m'avait accueilli avec le genre d'acceptation que je n'avais jamais expérimenté de la part de parents biologiques. L'absence d'Harold, Suzanne et Trevor à mon mariage n'était pas une source de tristesse. C'était plutôt une confirmation que je m'étais séparé avec succès des relations toxiques qui n'avaient jamais servi mon bien-être. La vraie famille célèbre ton bonheur et ton succès. Elle n'essaie pas de les voler ou d'exiger du crédit pour des réalisations auxquelles elle n'a pris aucune part. Notre entreprise a continué de prospérer alors que nous nous sommes étendus au développement de logements abordables pour les jeunes adultes sortant des foyers d'accueil et d'autres populations défavorisées. Le travail était personnellement significatif parce que je comprenais les défis de commencer la vie d'adulte sans soutien familial ni ressources financières. Chaque projet que nous complétions représentait une opportunité pour quelqu'un d'autre de bâtir une base stable pour son avenir. J'ai établi un fonds de bourse d'études au collège communautaire de Springfield pour les étudiants poursuivant des diplômes en construction et en gestion d'entreprise, en particulier ceux qui se soutenaient sans assistance familiale. Le programme fournissait non seulement un soutien financier, mais aussi du mentorat et des opportunités de stage par l'intermédiaire de Riverside Construction. Voir des jeunes surmonter des obstacles similaires à mes propres expériences me rappelait le chemin parcouru depuis cet adolescent terrifié dormant dans des parcs et se lavant dans des salles de bain de station-service. La résolution légale des crimes de mes parents a apporté un sentiment de clôture que je n'avais pas anticipé. Harold a été condamné à 3 ans de prison fédérale pour fraude et complot, tandis que Suzanne a reçu 18 mois et des pénalités financières substantielles qui les ont forcés à vendre leur maison et à liquider leurs actifs restants. Trevor a évité les accusations criminelles, mais a fait face à une responsabilité civile pour son rôle dans la campagne de harcèlement. Plus important encore, leurs condamnations ont créé un dossier légal permanent qui a validé tout ce que j'avais vécu et surmonté. Les procédures judiciaires ont documenté leur abandon, leurs mensonges sur mon caractère et leur tentative d'exploiter mon succès. Personne ne pouvait plus jamais prétendre que j'étais un fils ingrat qui avait abandonné sa famille. La vérité faisait maintenant partie du dossier public. La pièce finale de ma guérison est venue d'une source inattendue. Madame Patterson, la voisine âgée qui m'avait parlé de la planification par mes parents de se débarrasser de mes affaires, m'a contacté par l'intermédiaire de Ray pour exprimer sa fierté de mes réussites et son regret de ne pas être intervenu lorsque j'étais plus jeune. J'ai toujours su que tu étais un bon garçon qui méritait mieux que la façon dont il te traitait, a-t-elle dit lors d'une conversation téléphonique qui m'a ému aux larmes. Je suis tellement heureuse de voir que tu as trouvé des gens qui reconnaissent ta valeur et t'ont aidé à construire la vie que tu méritais. Sa validation signifiait plus pour moi que tout succès commercial ou toute réussite financière, car elle venait de quelqu'un qui avait été témoin de tout le voyage du début à la fin. Elle avait vu l'adolescent effrayé sans endroit où aller. Et maintenant, elle voyait l'adulte qui avait réussi à créer une vie significative malgré des obstacles accablants. Alors que je réfléchis aux 14 années écoulées depuis mon 18e anniversaire, je comprends qu'être jeté dehors par Harold et Suzanne était en fait un cadeau, même si je ne pouvais pas le reconnaître à l'époque. Leur abandon m'a forcé à développer l'indépendance, la résilience et la capacité de reconnaître les relations authentiques lorsqu'elles sont apparues dans ma vie. J'ai appris que la vraie famille n'est pas déterminée par les liens du sang ou les documents légaux, mais par l'amour, la loyauté et le soutien mutuel pendant les moments difficiles. Ray est devenu mon père non pas à cause des papiers d'adoption, mais parce qu'il a vu du potentiel en moi et a investi son temps, sa sagesse et son attention pour m'aider à développer ce potentiel. Ashley est devenue ma partenaire de vie non pas parce que nous partagions un nom de famille, mais parce qu'elle a soutenu mes rêves et s'est tenue à mes côtés face aux défis. La leçon la plus importante de mon parcours est que votre passé ne détermine pas votre avenir,
sauf si vous l'y autorisez. Harold et Suzanne ont essayé de me convaincre que j'étais inutile et que je n'arriverais jamais à rien. Leurs opinions étaient basées sur leurs propres limites plutôt que sur mes capacités réelles. Lorsque j'ai trouvé des gens qui croyaient en moi et soutenaient ma croissance, j'ai été capable de réaliser des choses qu'aucun de nous n'aurait imaginé possibles. Tout le monde mérite d'être aimé, soutenu et cru par les personnes les plus proches d'eux. Si votre famille biologique ne peut pas ou ne veut pas fournir cette base, ce n'est pas le reflet de votre valeur en tant que personne. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est le courage de vous éloigner des relations toxiques et d'en construire de nouvelles basées sur le respect mutuel et l'attention sincère. Le succès n'est pas seulement une question de réussite financière ou de reconnaissance professionnelle, bien que ces choses puissent être significatives et satisfaisantes. Le vrai succès consiste à construire une vie entourée de personnes qui célèbrent votre bonheur, soutiennent vos rêves et se tiennent à vos côtés pendant les moments difficiles. Il s'agit de devenir le genre de personne sur laquelle les autres peuvent compter et de créer quelque chose de positif dans le monde qui s'étend au-delà de vos propres besoins immédiats. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin dans une maison remplie d'amour et de respect, entouré de personnes qui m'apprécient pour qui je suis plutôt que pour ce que je peux leur fournir. Je travaille aux côtés d'un père qui m'a appris que l'intégrité et le travail acharné sont leur propre récompense. Nous construisons des projets qui améliorent les communautés et créent des opportunités pour que d'autres réussissent. L'adolescent effrayé qui se tenait sur ce porche avec un seul sac de sport n'aurait jamais pu imaginer la vie que j'ai construite aujourd'hui. Mais chaque étape difficile de ce voyage était nécessaire pour devenir l'homme que je suis maintenant. Et je ne changerai rien de tout cela, car chaque défi m'a appris quelque chose de précieux sur la résilience, la détermination et l'importance de choisir judicieusement sa famille. Les personnes qui vous abandonnent ou tentent d'exploiter votre succès vous disent tout ce que vous avez besoin de savoir sur leur caractère. Écoutez-les, apprenez de cette information, puis construisez votre vie autour de personnes qui démontrent par leurs actions qu'elles se soucient sincèrement de votre bien-être. La famille passe avant tout, mais la vraie famille se gagne par l'amour et la loyauté, et non par la manipulation et le sentiment de droit.